Bon, eh bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter le plugin Grunt.js et comment est-ce qu'il va faciliter le développement de la partie front-end de vos applications web Maven. Alors, d'abord, je vais me présenter moi. Donc, je m'appelle Sarah Buisson. Je suis ingénieur Java depuis 5 ans maintenant, full stack comme on dit. Je travaille chez Xebia et j'utilise Grunt depuis 1 an environ maintenant. Donc, ce Tools in Action va être accessible à tous. Il n'y a pas de prérequis Node pour pouvoir comprendre ce que je vais faire. Donc, je vais commencer par vous présenter la problématique du build sur les applications web de nos jours. Ensuite, je vous expliquerai comment Grunt va travailler avec Maven. Et puis enfin, on passera sur la partie live coding, où je vous expliquerai les bases, puis comment gérer les dépendances, le CSS, comment automatiser les tests, puis enfin, comment modulariser et transpiler votre code JavaScript. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années côté front? Eh bien, beaucoup de choses. On a eu beaucoup de nouveaux enjeux qui sont apparus, beaucoup de nouvelles exigences aussi, de qualité notamment. Ça s'est traduit par, pour y répondre, beaucoup de nouvelles technologies et beaucoup de problèmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi apparu beaucoup de solutions à tout ça. Mais en conséquence, il a fallu toutes ces solutions, en fait, il faut les automatiser pour pouvoir en profiter. Et donc, on ne peut plus se contenter de juste déposer les uns à la suite des autres des fichiers dans le répertoire web app. On a donc besoin désormais vraiment d'un outil de build pour le front. Alors, idéalement, un outil de build plutôt Node, parce que ces nouvelles technologies côté front, en fait, sont majoritairement issues de la communauté open source. Elles évoluent très vite, très souvent, et ne sont pas toujours rétrocompatibles. Donc, idéalement, il faut un outil qui puisse également s'adapter aussi vite, donc un outil Node. Alors, il en existe plusieurs. Gulp, Brunch, Broccoli pour les plus connus, et Grunt. Alors, je ne vais pas vous mentir, Grunt, ce n'est pas l'outil le plus puissant qui existe, c'est celui qui est le plus facile à utiliser. Il a une courbe d'apprentissage extrêmement rapide, il n'y a absolument aucun prérequis à avoir pour le mettre en place ou pour le maintenir par la suite. Il a une communauté extrêmement importante et très très réactive. Et surtout, bien qu'il vienne juste de passer en V1, c'est l'un des outils les plus anciens en place. Donc il n'y a pas de problème de fait qu'il ne sera plus maintenu dans 2 ou 3 ans et sa pérennité est assurée. Donc, alors, comment Grunt, qui est un plugin Node, va travailler avec Maven qui tourne sur une JVM? Eh ben, on va commencer par suivre les directives de ce qui a été mis dans le répertoire Git, dans le README du GitHub du plugin. Donc on va ajouter le plugin Grunt Maven plugin à notre pomme et lui affecter des goals. Un premier goal, create resource, qui va créer un répertoire target Grunt qui va fonctionner comme le répertoire target, mais pour Grunt. Un deuxième goal, npm, qui va, lui, initialiser toutes les dépendances du build de Grunt à partir de ce qui a été configuré dans le fichier package.json et les insérer dans le répertoire target Grunt, dans le répertoire node module. Puis enfin, un dernier goal Grunt qui, lui, va véritablement lancer le build à partir de ce qui a été configuré dans le fichier gruntfile.js, qui est un petit peu l'équivalent du pom.xml, mais pour Maven. Donc, ce gruntfile.js va contenir plusieurs tâches, un peu l'équivalent des goals. Donc, une tâche Maven prepare qui va copier l'intégralité des sources du répertoire statique à la racine de web app dans le répertoire target Grunt. Ensuite, tout un ensemble de tâches qui vont effectuer les traitements, les transformations qu'on attend de Grunt et qui vont déposer le résultat dans le répertoire dist. Et enfin, une dernière tâche Maven dist qui va récupérer tout le contenu de ce répertoire dist et déposer dans le répertoire target final où Maven va reprendre sa compilation et traiter le WAR par la suite. Donc, je vais passer à la partie live coding. Alors, je vais vous poser juste à partir d'un petit projet Hello World de base, dans lequel j'aurai néanmoins préalablement installé le Grunt Maven plugin, configurer le package.json et créer un fichier gruntfile qui contient vraiment le minimum du minimum. Alors, première partie, donc, je vais vous expliquer comment fonctionne le fichier gruntfile. Donc,
L'un de ces premiers appels, c'est la méthode grunt-init-config, qui prend en paramètre un objet JSON qui va contenir le paramétrage de l'intégralité des tâches et targets que Grunt va exécuter. Donc par exemple, là, on a la configuration de la tâche Maven Prepare. Pareil pour Maven Dist, etc., etc. À chaque fois qu'on doit rajouter une nouvelle tâche, on rajoutera la configuration de cette tâche dans le paramètre pris par la méthode grunt-init-config. On trouve également ces méthodes-là, grunt load npm task, qui sont un petit peu l'équivalent des imports en Java, mais pour Grunt. Puis enfin, le grunt register task de default, qui en fait correspond à la méthode, à la tâche qui va être exécutée par défaut dans Grunt. C'est l'équivalent de la méthode main en Java. Et donc, à cette tâche default, on lui attribue 4 sous-tâches. Une sous-tâche clean qui fait un clean, donc la sous-tâche Maven Prepare, une sous-tâche Devox dont j'ai besoin pour cette présentation, et puis enfin la sous-tâche Maven Dist. Et donc, à chaque fois que je voudrais rajouter une nouvelle tâche dans le build, je la rajouterai dans cette liste-là. Par exemple, je fais un petit hello world. Donc j'appelle la méthode grunt.registerTask avec en paramètre le nom de ma méthode, suivi de soit une sous-liste des sous-tâches que je souhaite exécuter, soit une fonction qui va contenir ce que je veux faire. Voilà, donc je le rajoute ici. Et donc, je lance le build de mon projet de lancement du tome 4. Et donc, ça va lancer le traitement Grunt automatiquement, juste après le traitement des classes Java, en fait. Les deux sont faits pratiquement en même temps. Alors, donc pendant que ça se lance, je vais rapidement vous expliquer si vous souhaitez seulement lancer le traitement Grunt d'une seule tâche sans lancer toute la machine Maven derrière. Alors, il suffit juste de lancer une ligne de commande. Elle n'apparaît pas en entière. Donc, je vous la lis. Maven Grunt .create resource Maven Grunt create resource espace grunt.npm espace grunt.grunt espace, et dans le paramètre des targets, je vais juste spécifier le nom de la cible de la target que je souhaite ici, greeting. Et donc, ça a exécuté la tâche que j'ai mise. Alors, généralement, on programme. Pardon ? Oh, merci. Trop enthousiaste. Donc je le relance. Bon, pendant qu'il se relance, généralement on ne programme pas nous-mêmes les plugins quand même. On va tous les récupérer sur Internet. Ils sont tous centralisés sur le site de Grunt, dans la section plugins. Donc il y a un moteur de recherche. Je spécifie la tâche qui nous intéresse. On a plusieurs. Donc je prends de la contrib copy. Alors le fait qu'il y ait contrib dans le nom indique qu'il s'agit d'une tâche d'un plugin qui a été développé par l'équipe de Grunt elle-même. Idéalement, il faut essayer de les prendre le plus possible. Ils sont régulièrement maintenus et très fiables. Donc, je récupère le plugin. Dans la documentation, je récupère également le nom de la tâche qui fait la copie, ici copy task. Et je vais rajouter dans mon package pour un JSON dans le répertoire dev dependency la nouvelle dépendance nécessaire au build, suivi du numéro de version, ici 1.00. Je vais rajouter un load npm task pour ce plugin-là spécifiquement. Et je vais la paramétrer dans l'objet JSON pris en paramètre par la méthode init-config. Voilà. Alors, le premier étage du JSON que je rajoute, c'est toujours considéré. Il faut que je mette un nom, n'importe lequel. Ça va plus ou moins être l'équivalent de l'ID exécution de Maven, mais pour Grunt. C'est obligatoire. Si on ne le fait pas, on s'expose à pas mal de problèmes par la suite. Ça peut être n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Et donc, toutes les tâches, de manière générale, fonctionnent suivant le même principe. Elles prennent des fichiers en entrée et en recrache des en sortie. Donc là, c'est juste une tâche de copie. Donc l'entrée, c'est toujours src, suivi du chemin
des fichiers que je souhaite copier. Ici, on va dire tous les fichiers CSS du répertoire CSS. Et en sortie c'est toujours dest. Je peux, si je lui dis, de les réinjecter dans dist. Bon, je vais retoucher, j'ajoute la tâche copier au lot. Je relance le tout. Et donc, ça va pouvoir copier dans le répertoire target grunt les les fichiers CSS à partir de leur répertoire vers le répertoire dist. Ah, j'ai une erreur. Pardon. Dans le package.json, j'ai oublié une virgule. Ça met quelques minutes à se placer. Donc pendant ce temps-là, je vais vous présenter rapidement les plugins les plus utilisés dans Grunt. Donc on a Grunt Contrib Copy qui permet de copier des fichiers. Grunt Contrib Clean qui permet de nettoyer un répertoire afin de faciliter les fonctionnalités et le build. Grunt Contrib Watch qui permet de lancer le build de Grunt quand on fait des déploiements à chaud. Ça marche pour tous les fichiers sauf le fichier gruntfile.js. Là, on est obligé de redémarrer le serveur, du coup. Enfin, de relancer la compilation intégralement, du coup. Grunt Contrib Concat qui permet de concaténer la suite des fichiers JavaScript afin de faciliter leur injection dans le HTML et limiter également le nombre d'appels au serveur. Grunt Contrib Uglify qui permet d'offusquer les fichiers d'une façon qui prennent moins de place et qui soient moins visibles par le client. Enfin, Grunt Contrib JSIN qui permet de valider que le JavaScript correspond bien à certaines règles. Donc, pendant que je parlais, mes fichiers se sont copiés-collés dans le répertoire dist, donc tel que vous pouvez le voir. Donc, voilà pour les plugins principaux. Ça tombe bien, j'en ai plein d'autres à vous montrer. Donc, alors un plugin également très très utilisé, c'est Bower. Alors Bower, c'est un gestionnaire de dépendances pour le browser. Donc voilà comment est-ce qu'il est configuré. Il va en fait, à partir de toutes les dépendances qui ont été chargées, qui ont été définies dans le fichier bower.json, il va aller voir il va aller les récupérer sur GitHub et les insérer dans le target où ils pourront être utilisés et déployés sur le serveur à la suite. Par exemple, ça ne va pas encore démarrer. De cette manière-là, en fait, on n'a plus à gérer manuellement les fichiers de dépendance. On peut on peut juste indiquer le nom et la version, en fait, et tout va être géré par le plugin. Là, par exemple, grâce à Bower, j'ai téléchargé la librairie Ajax et la librairie Bootstrap. Une autre fonctionnalité qui est assez utilisée, c'est alors, je vais rapidement faire un petit sondage dans la salle. Qui fait des tests? Qui fait des tests front-end? Un tout petit peu moins. Qui connaît Jasmine? Un peu plus quand même, bizarre. Donc, en fait, l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Grunt, c'est qu'il va vous permettre d'automatiser vos tests, en fait. Alors, pour ça, on va utiliser le plugin Grunt Contrib Jasmine, qui va non seulement vous importer la librairie Jasmine dans laquelle vos tests vont être spécifiés, mais aussi vous proposer un task runner pour les faire tourner. Donc, ça tombe bien, j'ai quelques tests à vous montrer. Voilà mes tests. Et je n'arrive plus à afficher l'écran. Juste une minute. Non, voilà, pardon. Et donc, on voit
que à l'exécution, différents tests, les tests se sont bien exécutés tout en bas. Alors si jamais il y a le moindre problème pendant ces tests, du coup le build du front s'arrête, et ça arrête également le build de Maven. De cette manière-là, on est sûr de ne pas déployer ou produire de code qui ne respecte pas les tests. Alors un autre plugin de test assez utile qui existe, c'est Karma. Alors sa particularité en fait à Karma, c'est qu'il prend beaucoup plus d'options. Il propose en fait énormément d'options. Typiquement, par exemple, il propose de lancer les tests sur plusieurs navigateurs différents. Par exemple, par défaut PhantomJS, mais également je peux préciser Firefox, Chrome, etc., etc. Et il propose également de lancer des tests sur avec d'autres librairies de tests que Jasmine. On peut également utiliser Grunt pour produire de la couverture de test. Par exemple, Jasmine accepte qu'on lui affecte des plugins supplémentaires tels que Grunt Template Jasmine Istanbul, qui va produire en fait une couverture de test. Et cette couverture de test-là, à l'aide du plugin Grunt Sonar Runner, et après avoir paramétré l'URL de mon serveur Sonar, je vais pouvoir la transmettre à mon SonarCube. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais du coup je me retrouve avec une couverture de test de 47% qui a été générée par Grunt. Ainsi que différentes métriques par la même occasion. Un nombre de lignes de code, d'aide technique, etc., etc., etc. Un dernier plugin de test et après j'arrête. Donc, Casper.js. Alors, Casper.js est principalement utilisé pour tout ce qui est test de user interface, en fait. Typiquement, il prend les tests en fait, se basent sur un serveur déjà déployé. Là, par exemple, c'est le serveur Google. Et donc, je vais tester le titre de la page de Google, ou alors même lancer des petits scénarios de test. Par exemple, des clics sur différents liens, où là, je remplis le formulaire de recherche et je vérifie que la recherche me renvoie bien, se comporte bien de la manière que je souhaite. C'est assez pratique pour faire des tests end-to-end ou simplement tester le binding d'une DOM. Donc, partie 6, SAS. Alors, qui d'entre vous fait du CSS? Beaucoup à droite, un petit peu moins à gauche. Lesquels d'entre vous utilisent d'autres technologies que le CSS, LS ou SAS? Lesquels d'entre vous en ont ras-le-bol du CSS? Alors, SAS, c'est un métalangage basé sur le CSS. En gros, une sorte d'extension du CSS, d'une certaine manière. Ça va permettre en fait, d'importer le craftsmanship au sein du CSS afin qu'il soit plus lisible, plus aéré et, d'une certaine manière, plus facile à comprendre et à utiliser. Donc, par exemple, voici un fichier SAS. Pardon, un fichier SCSS qui utilise la technologie SAS. Donc, on a des imports, on a des variables, de l'héritage. On peut également avoir aussi des méthodes et des petites annotations. Et donc, en fait, Grunt va récupérer ce SCSS-là et, grâce à un préprocesseur, le transformer en CSS que votre navigateur va pouvoir comprendre et interpréter. En l'occurrence, là, ça a été transformé en ce fichier-là, donc qui est plus avec une syntaxe CSS, tout ce qui est plus classique. Donc ça apporte, utiliser des métalangages CSS, ça apporte vraiment beaucoup en tout ce qui concerne la maintenabilité du CSS. Mais parfois, passer de l'un à l'autre peut être un petit peu risqué, surtout lors de la phase de refactoring. Donc je vais vous présenter un autre plugin Grunt qui s'appelle Backstop.js, que j'ai lancé avant la séance parce qu'il prend un petit peu de temps. En fait, ce plugin va prendre une capture d'écran de tout un tas de scénarios de test avant modification. Puis après qu'on ait fait nos modifications, il va en prendre une autre après.
et il va faire la différence entre les deux captures d'écran. Là, par exemple, avant, on avait Hello SAS, un petit message affiché ensuite. Ensuite, on a eu un bug, et donc le Backstop JS va détecter la différence entre le avant et le après, et faire échouer les tests en cas de différence trop importante. Alors, c'est un outil qui mériterait son propre Tools in Action. Il est extrêmement complet. On peut gérer différents browsers, différentes résolutions, ignorer certaines parties, seulement se concentrer sur certains points. C'est un outil assez puissant et juste un peu long. Backstop JS. Donc, voilà pour la partie sur SAS. Donc, 7e et dernière partie, Browserify. Alors, Browserify, qu'est-ce que c'est? À la base, Browserify, en fait, son but, c'est de permettre d'utiliser du code qui a été prévu à la base pour tourner sur la machine Node, côté browser, en fait. Donc, principalement, on s'en sert pour modulariser, en fait, le code qu'on lui insère en entrée en quelque chose qui peut être compris par le browser en sortie. Alors, la modularisation, qu'est-ce que c'est? La modularisation, en fait, ça consiste à découper le code en modules et faire en sorte qu'un module ne puisse pas être exécuté tant que les autres modules dont il dépend n'ont pas été chargés. Ça permet d'une part d'encapsuler efficacement son code, d'éviter les effets de bord, et puis d'autre part d'éviter de se retrouver bloqué parce que les librairies externes qu'on a chargées ne se sont pas chargées dans le bon ordre ou assez vite. Donc, voilà le paramétrage de Browserify. Donc je lui passe en entrée les fichiers à bundler, en sortie le nom du bundle, et je lui spécifie les noms que les différents fichiers vont prendre comme module. Là, par exemple, ce fichier-là, browserify.js, va s'appeler Browserify. Et donc, à la fin de la compilation, il va être transformé en ce fichier-là. Alors, on voit que Browserify l'a wrappé en fait dans sa propre version de la méthode require avec cette ligne-là tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui va permettre en fait du coup de faire en sorte que notre module que ce module-là en fait attende que ces autres sous-modules soient chargés avant de se lancer à son tour. On se sert aussi typiquement de Browserify pour tout ce qui est transpilation. Alors, la transpilation, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à partir d'un langage qui ne s'exécute pas normalement sur le browser, à faire le traiter pour, entre guillemets, le compiler, pour ensuite pouvoir l'utiliser pour le browser. Typiquement, on s'en sert, par exemple, quand on a du code ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015, qu'on souhaite utiliser sur des vieux navigateurs qui ne respectent pas encore la norme. Par exemple, je vais configurer un petit peu de code comme ça pour qu'il soit préprocessé par le plugin Babelify de browser. Et donc, on avait en entrée ce fichier-là, avec des classes, des lettres, etc. Et donc, en sortie, on se retrouve avec ça. Tout a été transformé, il n'y a plus de classes. Voilà. Donc le code de droite en fait peut tourner sur n'importe quel navigateur qui supporte ECMAScript 5, c'est-à-dire vraiment pratiquement tous ceux de nos jours. On s'en sert également typiquement typiquement moi je me sers de Browserify pour autre chose, pour ne plus faire de JavaScript. Alors, il y a un an maintenant, j'ai découvert le TypeScript, ce qui en fait est un autre... ça ressemble énormément au JavaScript. Voilà à quoi ça ressemble. C'est du JavaScript. On peut résumer ça en fait brièvement par du JavaScript fortement typé en fait. On est obligé de déclarer les classes, déclarer les variables, sinon ça ne marche pas. Par exemple, je ne peux pas utiliser méthode message. N'importe, ça va échouer en fait à la compilation. Et donc Grunt ne va pas laisser compiler du JavaScript en fait, dont il n'est pas sûr de garantir l'exécution à 100%.
C'est ça l'intérêt. Du coup, en fait, on ne peut pas. Il y a très peu d'effets de bord possibles en TypeScript au final. Et donc, Browserify va permettre en fait de transpiler le TypeScript en JavaScript, qui lui va pouvoir être exploitable par le navigateur. Donc voilà le résultat. Donc je vous ai montré à peu près tout ce que je souhaitais vous montrer au final. Merci de votre attention donc. Si vous avez des questions. Oui. Non. D'accord. D'accord. Ben, une prochaine présentation peut-être. D'accord. Protractor. Oui. Non, il faut les nécessaires. Il faut que les outils que Node, le Grunt Maven plugin ne rapporte pas Node et NPN sur les machines. Il faut les nécessaires de les installer manuellement en ligne de commande. Il existe un autre plugin qui le fait. Le Maven Frontend, Maven plugin qui le fait. Mais un autre avantage du Grunt Maven plugin, en fait, c'est qu'il crée un répertoire target Grunt où il va isoler tous les traitements qui sont faits par Grunt séparément, en fait. Grunt crée énormément de fichiers intermédiaires et donc, en fait, ils ont tendance à polluer, en fait, d'une certaine manière, la racine du projet si on n'y prend pas garde. D'où l'intérêt de ce plugin-là. D'autres questions ? Bon. Pardon ? Oui. Pratiquement tous les plugins que j'ai présentés sont disponibles sur tous les outils de build, Gulp, Brunch, etc. Bon, eh bien.